Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à un album de Panini. Cette fois-ci, c'est le deuxième volume de la Star Wars, la Haute République, les aventures, la phase 2. Et c'est ça, là, c'est le deuxième volume, donc la suite, de celui-ci qu'on avait critiqué il n'y a pas si longtemps. Cette fois-ci aussi, il y a un sous-titre, j'étais en train de l'oublier, là, cette fois-ci, c'est Le Destin de Salve. Donc voilà. Ici Francis en direct de Québec et vous reconnaissez Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Yeah, hello, ça va super bien et toi? Ça va. On est enseveli sous la neige ici, là, comme tu as peut-être pu voir. Là, ouais, c'est des publications de toutes sortes. Là. Disons deux méga tempêtes en 4 jours, là, 3 jours d'intervalle. Nous, c'est un peu pareil. On n'a pas trop de neige, mais on a une tempête de froid, enfin une vague de froid là, qui sur l'ouest, qui est assez inhabituelle de notre côté. On a du moins 18 là récemment, c'était assez froid. Donc ouais, c'est effectivement. On est cette saison. Écoute, si je te demandais... on va rappeler notre partenaire littérature avant d'aller plus loin, donc Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est pas déjà fait, on vous invite à rejoindre le groupe Facebook. Venez jaser justement littérature Star Wars avec nous. Et une des grosses nuances aussi là, avec d'autres, par exemple, groupe de discussion, tout ça, c'est que souvent, on va être très dans l'actualité. Même nous, Star Wars en direct, on couvre les sorties. Mais justement, sur Star Wars Littérature Québec, sans arrêt, vous allez avoir quelqu'un qui lance une discussion sur un roman sorti dans les années 90 ou des choses comme ça. Fait que c'est quand même bien intéressant. Ça permet d'explorer la littérature Star Wars de façon un peu plus large que juste l'actualité, ce qui sort très récemment. Donc, voilà, un petit WhatsApp rapide, Jean? Oui, un WhatsApp un peu en lien avec l'émission de ce soir. Je me suis relu là, le tome relié de... comment il s'appelle? Monster of Temple Peak, tu sais, de la phase 1, là, le High Republic Adventure là, de Justina Island. Et j'étais surpris de voir qu'à la fin de ce tome-là, ici en VO, ils ont ajouté des petites histoires à la fin, des histoires inédites, dont une histoire bonus que je n'avais jamais lue ailleurs, en fait. Et donc, voilà, il faudrait que je te l'envoie aussi, peut-être que je ne sais pas si tu l'as lu. C'est donc Justina Island au scénario, c'est Nick Brokenshire au dessin. Et c'est très très court, ça dure 4-5 pages, et on voit donc le personnage de Deva Lompop, la fameuse alien verte avec ses plumes sur la tête là, et sa bouche de serpent, présente notamment dans les comics War of the Bounty Hunter qu'on a fait, et Salastaros récemment, du temps de la Haute République. En fait, c'est une Nihil. On apprend qu'à cette époque-là, c'était une Nihil. Et voilà, donc une petite aventure avec elle, sans prétention. Et l'histoire me dit rien, mais je me demande si ce serait pas un extrait du comics là, plus volumineux là, qui font maintenant chaque année Révélation. Ou est-ce que là, tu avais comme une histoire pour chacun des 5 auteurs, là, dont Justina Harlan? C'est une hypothèse que je pose, là, mais qui sont peut-être venus insérer l'histoire ici et là. Mais bon. Peu hypothèse de ma part, faudrait que je le voie pour... faudrait vérifier. Ouais. Mais c'était sympa. Excellent. De mon côté, c'est très nouveau. Côté Star Wars, là, de la lecture de comics, c'est pas mal tout. Je suis en attente. Je suis à jour côté roman et compagnie. Là, donc, voilà. Ça attend la prochaine vague. Ouais, exact. C'est sûr, on pourrait parler très rapidement, je pourrais dire que dans justement le Révélation qui est sorti là, à la toute fin décembre,
Où est-ce que là, encore une fois, c'est plein de petites histoires. Ben là, il y en a une, c'est toujours des transitions hein, vers la suite des choses. Là, cette fois-ci, il y a une espèce d'ouverture vers la série Mace Windu qui commence. Cool. Et je dois dire que ça donne pas du tout envie. Ah, je voulais dire l'inverse. Non, ça, en fait, ne serait-ce que graphiquement, j'espère que ça ne sera pas le même dessinateur. Écoute, vraiment, là, ça annonce rien de bon, mais bon, écoute, on va donner quand même la chance aux coureurs. Ça continue la tradition des séries Mace Windu. Mace Windu, c'est dur de ne pas y penser. En plus, c'est le même logo. Là. Tu sais, tout est pareil. Là. Ah, bien. Excellent. Je te demandais qu'est-ce qu'on avait comme émission récente? Oui, on a eu de la variété récemment, là, parce qu'on a eu une critique de comics avec l'épisode Dark Vador tome 6, que nous avons fait tous les deux, c'était en fin de l'année dernière. Mm-hmm. Ensuite, on a eu un roman, enfin plutôt un recueil de nouvelles, ce qui était plutôt inhabituel de notre part. Donc c'est la critique du recueil Tales of Light and Life. Et enfin, un petit retour des quads neufs qu'on avait laissé tomber depuis un moment parce que pas de news Star Wars récente. Quoi. Là, il y a des news qui sont tombées et des sacrées news. Donc, c'est Sylvain, JF et Thomas qui discutent donc des dernières actualités comprenant notamment l'annonce du film Mandalorian et Grogu, ainsi que les prix qu'a reçu la BD Les Guerres de Lucas. Ouais. Donc, alors, oui, d'ailleurs. Petit update, là, depuis le WhatsApp, ils en ont reçu encore d'autres prix. Parce que là, eux, ils parlaient du prix sur... c'était France Info, si je dis pas de bêtises. Et là, ils étaient nominés... non, ils étaient finalistes pour le prix France Inter et... C'était quoi? Fnac, voilà. Fnac France Inter. Et ils ont eu le prix... ils ont gagné le prix Fnac France Inter. Donc, bravo à eux, quoi. Donc, pour une super BD. On les félicite, même si, au Québec, la FNAC, on n'a pas la moindre idée de c'est quoi. Ni France Inter, ni... Bon, on comprend que c'est un média pour c'est un peu l'Amazon, on va dire, français, là, librairie et compagnie. FNAC, c'est un peu la Indigo, je dirais, ici. Tu vois. OK. Anciennement... On n'a pas plus ça ici non plus. Ah bon? Vous n'avez pas ça ici? Nous, Indigo, c'était Chapters avant. Vous avez Chapters, peut-être? Non, ça dirait pas. C'est pas grave. Écoute, avant de passer en hyperespace, on va rappeler de vous abonner à nos médias sociaux, entre autres ceux de Meta, donc Star Wars en direct podcast sur Facebook, SW en direct sur Instagram et sur le nouveau réseau social swandirect.bsky.social, donc le réseau là, qui s'appelle Blue Sky, si je ne m'abuse, mais que je ne peux pas dire allez-y, c'est super, parce que j'en ai aucune idée. Mais si vous êtes sur Blue Sky, rejoignez ou abonnez-vous à notre compte, je ne sais même pas comment il faut. C'est quoi la terminologie. Bon. Voilà, fait qu'on va passer à l'hyperespace, Jean, et puis on va pouvoir attaquer le vif du sujet, qui, comme je le disais, est un album sorti. Voilà, à l'heure où on enregistre, je crois qu'il va être tout juste sorti. Là. Ça va faire quelques jours qu'il va être sorti. Donc, le deuxième volume des aventures dans la phase 2 de la Haute République. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Voilà, de retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on est là pour discuter de la destinée de Save, qui est le deuxième volume là, de la série Les Aventures au niveau de la Haute République, qui est la série un peu plus jeunesse, là, qui est éditée en anglais chez Dark Horse. Je vous montre à l'écran là, pour que vous puissiez vous retrouver en librairie. Et chose qui peut vous aider à trouver facilement, par exemple, quand ils sont cordés, comme on dit ici, là, quand ils sont dans une bibliothèque, là, c'est que la bande de côté est bleue dans le cas de la phase 2. Hein, la phase 1, c'était doré. Et la phase 2, c'est le bleu thématique du logo de la deuxième phase. Donc voilà. Et je vais le remettre à l'écran. C'est la suite de cet album-ci qu'on avait critiqué il y a 3 mois, quelque chose comme ça. Là, dans c'était pour Halloween. Qui était Padawan ou Pirate, le titre de cet album-ci. Cette fois-ci, en fait, l'album contient les 4 numéros suivants de cette série-là. Donc, ça conclut cette série-là avec les 5, 6, 7 et 8. Mais ça contient aussi exceptionnellement un one-shot signé Claudia Gray. On va vous parler en fin d'émission. Là. Mais c'est ça. Donc, vous allez voir, on va voir si ça va bien ensemble. En tout cas, c'est tout du stock qui est édité aux États-Unis chez Dark Horse Comics.
Donc, ça explique peut-être pourquoi ça se retrouve ensemble, mais c'est ça, pour le reste, ça n'a aucun lien. C'est vraiment, là, c'est deux histoires complètement distinctes. Et je ne vais pas montrer à l'écran, mais c'est ça, le 5, le 6, le 7 et le 8 qui concluent cette deuxième phase-là pour les aventures. Donc, et côté comment dire, spec, comme j'aime dire, ben, c'est ça, le destin de Sav. Ici, on est sur un 128 pages, donc c'est ça, un 5 comics pour 19 €. La chronologie, ben, c'est ça, on est dans la phase 2, donc en moins, 382, petite erreur ici dans le bandeau déroulant. Et au scénario, c'est Daniel Roseholder, qui est quand même un habitué. Au dessin, ben c'est ça, là, c'est un mix. Là, on a Harvey Libao qui reprend son rôle et Tony Bruno aussi. Aux couleurs, Michael Attier. Couverture, ben, c'est Tolibao. On reconnaît facilement son style. Et comme je disais, il y a un one-shot aussi rattaché à la fin de cet album-là. Un one-shot en plus plus gros, à peu près là, un tiers plus gros que les autres, signé Claude Gray. Et au dessin, Fico Ossio. Couleur, Sébastien Cheng et Candice Anne. Et à la couverture, Tom Fowler. Donc, c'est ça, l'émission va un peu se séparer en deux. Là. Je pense que ça vaut vraiment la peine de couvrir les deux choses en même temps. Et on va quand même essayer de ne pas trop se répéter par rapport à la première émission, là, vu que c'est ça, les numéros 5 à 8, c'est quand même, très semblable au 1 à 4. Là. Fait que voilà, si je te demandais, Jean, de nous faire peut-être un petit résumé rapide de ce qui se passe dans justement les numéros 5 à 8. Ok. Donc, nous avions laissé Sav Malagan infiltrée donc, chez les Dangrax, donc un groupe de mercenaires. Là. Elle avait transmis les coordonnées à la team de pirates de Maskanata. D'où est-ce qu'elle allait, quoi. Maskanata avait été capturé par les Grax, et tout ce petit monde avait fini par arriver à Jeddah pendant la fameuse bataille de Jeddah. Donc voilà, le but de Sav Malagan étant de sauver Maz, évidemment, des griffes des Dangrax. Voilà, ça c'était un peu la situation à la fin du tome précédent. Donc là, le premier numéro commence donc, après un petit court flashback. On retrouve donc sur Jeddah Sav et sa nouvelle pote, donc Saya Kim, qui est une des membres des Grax. Elles vont vite être confrontées au Path of the Open Hand. De son côté, on a le chasseur de pirates qui s'appelle l'inspecteur Raph Touchburn, qui arrive aussi sur place, sur Jeddah, avec son Corellian Hound, là, son chien corellien. Voilà, Tantique, qui... est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans Solo? Peut-être, ouais. Ouais, je pense que c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc le chien va retrouver Sav, et celle-ci va lui dire d'amener son sabre laser à son maître, à l'inspecteur Raph, donc. Ensuite, on a Saya qui avoue à Sav que les Grax sont en partie responsables du gros bordel qu'il y a sur Jeddah. Pendant ce temps-là, tu as le reste du groupe. Donc, tu avais Dexter Jexter, tu avais Alak là, avec ses jambes araignées à la molle, tu avais Quiet Chan, c'est une nana qui parlait jamais, tu avais une espèce de crabe et une espèce de bloc bleu. Là, tout ça, ils faisaient partie du groupe de pirates de Maskanata. Voilà. Donc, eux se bastonnent. Oula, attends, j'ai un problème avec les notes. Oui, ils se bastonnent dans la ville avec... Ouais, dans la bataille qui fait rage. Là. Voilà, contre le Pass of the Open Hand, j'imagine, quoi. Donc Saya va aider, donc ça va récupérer Maz. Elles vont prendre un vaisseau Grax et défoncer, mais littéralement défoncer un vaisseau, le vaisseau de l'ambassadrice d'Ayram, qui est sur place, du coup, avec une espèce de vaisseau foreuse, là. Bref, pour qu'au final, Saya avoue à Sav que Maz, en fait, et le reste des Grax, dont le chef, qui s'appelle Arkik, sont en fait de retour sur Takodana avec Maz prisonnière là-bas. Ils sont pas du tout sur Jeddah, mais ils sont sur Takodana. Saya, en fait, avait pour but de leurrer Sav, de l'amener loin de Takodana, de l'éloigner de la planète, pendant que Arkik prenne le trône de la planète, en fait. On le rappelle, dans le premier tome, le but des Grax et le but de Arkik, notamment, c'était de détruire les Jedi et Maskanata de Takodana, quoi. Enfin, ils voulaient les jerker de Takodana pour régner sur la planète, en fait. Donc voilà, donc Sav est dégoûtée, donc elle jette un peu sa copine, quoi. Elle va plutôt rejoindre ses potes, les pirates de Maz. Ils retournent sur Takodana, donc retour très rapide sur Takodana. Ils vont se faire attaquer, leur vaisseau va se cracher sur Takodana. Ils vont retrouver un petit groupe de résistants aux Grax, qui sont toujours eux partisans de Maz. Mais Arkik va déployer ses droïdes sur tout Takodana pour essayer de les retrouver. Donc Sav va s'infiltrer le château de Maskanata toute seule, château de Maz qui est maintenant la nouvelle base de Arkik, et au final elle se fera capturer par le nouveau dirigeant de la planète.
Donc elle se retrouve en prison sur Takodana. Sav va retrouver en prison l'inspecteur Raph et Tantic, donc le chien corélien là, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui sont aussi en prison, hein, qui sont fait capturer également. Et le chien qui, quelle chance, avait gardé le lightsaber qu'avait donné Sav sur Jedha auparavant. Donc Sav récupère son lightsaber, elle va réussir à s'échapper avec Raph et Tantic. Elle va retrouver Akrik, qui lui a gardé l'autre moitié du lightsaber de Sav. Donc là, petite bataille de lightsaber entre Sav et Akrik. Sav le bat. D'autres Jedi arrivent à la rescousse. En fait, c'est Lavalox, c'était un membre des Grax, si on se rappelle bien, qui était en fait un maître Jedi Terra Sinubé, qui a été, comment tu dis, déguisé, quoi, qui s'était infiltré parmi les Grax en Lavalox, et qui a ramené des renforts. Et c'est lui qui est allé chercher les Jedi et qui a ramené des renforts sur Takodana pour aider Sav. Et voilà, le tome se conclut avec Sav qui a finalement sauvé Maz. Le maître de Sav, là, qui s'appelait Kaktrof, il y a des noms vraiment compliqués à prononcer, Kaktrof, qui est aussi le Jedi responsable du temple de Takodana, renonce à la fois à son poste sur Takodana et à être le maître de Sav, mais bonne nouvelle pour Sav, Terra Sinubi se propose d'être son nouveau maître, et elle, c'est ce qu'elle voulait en fait. Dès le tome 1, elle se plaignait du maître Karcroft qu'elle trouvait un petit peu trop strict et pas assez fun, quoi. Et elle voulait être l'élève de Terra Sinubé. Donc là, tout est bien qui finit bien, elle va avoir comme maître celui qu'elle voulait, quoi. Donc son rêve se réalise. Donc voilà, tout est bien qui finit bien dans ce tome. Excellent. Ben ouais, dans le fond, on va donner notre avis au pire tout de suite sur ceux-là. On enchaînera sur le one-shot après. Écoute, on avait quand même exploré de long en large lors de notre première émission sur le volume 1. Là, bon, ici, la nette différence, on pourrait dire, c'est que ça rejoint le reste de la phase 2. Parce qu'effectivement, dans le premier volume, ça faisait partie des critiques, là, dans le sens que c'était très, très à part de toute la phase 2. On se demandait à quoi ça servait. Donc là, on rejoint la bataille de Jedha. Au-delà de ça, toute la petite aventure avec Takodana, avec Maz Kanata, avec son château, tout ça, bon, ben, c'est un peu sans intérêt. Mais ben, on se doute bien qu'elle va le retrouver un jour ou l'autre, là, parce qu'évidemment, plus tard, c'est ça. Même à la phase 1, en fait, c'est Maz qui régnait sur Takodana, si on peut dire, en tout cas sur son château, au moins. Est-ce que tu as des choses à dire sur le scénario? Oui, Daniel Roseholder? Oui, ben, Roseholder, hein, bon, ben, en fait, ouais, je trouve qu'on est dans la continuité du tome précédent, quoi. Le scénario du 1 était ben, assez introductif, quoi. On avait plein de personnages qu'on nous présentait. Et là, ben, on rentre directement dans le feu de l'action et on nous avait teasé, donc tu disais, la bataille de Jedha à la toute fin du tome 1. Donc on était plutôt excités hein, par la lecture du tome 2. Et je t'avoue que la lecture numéro par numéro m'avait bien hypé, vu que les deux premiers numéros se passent sur Jedha, avec le membre du PAT et tout, donc c'était très, très cool ça. Ouais. Mais malheureusement pour moi, quoi, on rentre trop vite à Takodana, en fait. Il y a que deux numéros. En gros, il y a deux numéros qui seront liés, et encore de loin, je trouve, qui sont liés à toute la grosse intrigue de la phase 2 de la Haute République, pour qu'au final, ça reste très, très centré sur Sav et Maz, du coup, sur Takodana. Donc, un peu déçu, effectivement, par la conclusion de ce tome et de cette aventure-là, quoi. Ouais, donc, c'est le retour à la case départ. Ouais, voilà, ouais, c'était un peu ça, quoi. Pareil, on est habitué à Cavan Scott en comics adulte, entre guillemets, Marvel, quoi, avec des cliffhangers de fou à chaque numéro. Et là, chaque fin de numéro, on avait déjà critiqué ça, je crois, c'était comme dans le tome 1. Les fins de chapitres, les fins de numéros sont un peu plates, quoi. Il n'y a pas trop de hype pour continuer, quoi, bizarrement. Donc ça se finit, ah d'accord, ça se finit comme ça, quoi. Comme le coup de donner le sabre au chien. Pareil, et ça c'est un truc, j'ai pas compris. Enfin, tu pourrais m'expliquer peut-être, parce que voilà, elle donne le sabre au chien à Jedha, mais jamais elle aurait imaginé se faire capturer sur Takodana bien plus tard. Donc là, hop, le chien lui redonne le sabre sur Takodana en prison, mais pourquoi le hasard. Voilà, c'est le hasard, quoi. J'ai pas compris. Facilité scénaristique, comme on dit. Ouais, non. L'écriture. Mais quand elle donne sur Jedha, c'est pas dans le sens de. C'est pas planifié. Hein, c'est plus qu'elle s'en remet à la. Parce que le maître du chien, c'est une espèce de policier, là, donc. Oui. C'est ça, c'est pour montrer qu'effectivement, c'est pas une vraie pirate, qu'elle respecte la loi de la République, et tout ça. Mais ouais, c'est ça. C'est les rebondissements typiques, là, surtout dans du jeunesse, là, évidemment. Mais pas que. Dans Star Wars aussi, là, on est dans de l'invraisemblance très souvent, comme c'est le cas ici. Ouais. Moi, tu vois, je mentionnerais le fait, une des choses qu'on peut donner à ce volume-là par rapport au premier,
c'est de mettre en image beaucoup de choses que jusqu'à maintenant, ben, on n'avait que dans les romans et dans l'audiodrama, surtout dans l'audiodrama, la bataille de Jeddah. Donc, quand même intéressant de voir les troupes de Hiram, les troupes comment non, Erono. Les vaisseaux, tout ça, la bataille, le Path of the Open End, comme tu dis, bon, c'est ça, des multiples sectes là, qui s'affrontent sur Jeddah. Fait que c'est ça. Ça, je trouve que. Par contre, je trouve ça dommage de les découvrir dans ce style graphique-là. Moi, tu le sais, là, mais on en parlera pas après, mais c'est ça, c'est pas mon style préféré. N'empêche que c'est ça. Je trouvais ça bien pour ça. Oui, c'est vrai, on retrouve même, c'est le temps juste d'une page, là, mais Silan Dracho, là, donc la fameuse Jedi avec son bouclier dans le dos dont on a parlé dans l'épisode sur le recueil de nouvelles. Là. Et oui, c'était dommage ça, parce qu'il y a une super image où elle arrive, là tac, avec son sabre, et tu te dis, ah, elle va utiliser son bouclier, et non, il en fait rien. Ouais, non, on passe à autre chose. C'est dommage, c'était un bon teasing pour pas grand-chose. Ouais. Non, ben, ça fait. Écoute, c'est les mails, je vais essayer de pas trop répéter ce qu'on a dit la première fois, mais c'est parce que ça, c'est très, très expéditif, ça va vite, on passe du coq à l'âne, d'une planète à l'autre. Oui. Ça bouge très vite. Ça arrive, ils rentrent à Takodana très vite. Enfin, ils arrivent sur Jeddah très vite, ils repartent très vite à Takodana. Ouais, exact. Et c'est dommage, tu vois, il aurait peut-être pu se focus sur la bataille, sur Saya et Sav. Moi, au début, j'étais assez hype pour savoir un petit peu leur relation. Mais en fait, il se perd Holder sur plein d'intrigues toutes pourries sur tous les personnages secondaires, là, un espèce de truc avec le crabe, là. Il y a 2-3 pages d'affilée avec le crabe. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Pareil avec les discussions avec le blob bleu, là. Enfin, tout ça, ça servait à rien du tout. Donc, j'aurais préféré, je sais pas, une petite baston avec Silan Dracho en guest. Ça aurait été vachement plus sympa que les voir eux. Bref, c'est un peu dommage. Ouais, ben c'est ça. Écoute, après, c'est des choix. Moi, c'est ça. Daniel Rose-Holder, tu le sais, c'est pas mon préféré. Je trouve qu'effectivement, puis ce que tu dis là, écoute, c'est ce qu'on disait déjà dans son premier roman Star Wars, là, le Last Shot, Baroud d'honneur en français. Écoute, c'était déjà ça, là, se disperser dans plein d'intrigues, plein d'histoires. Dans le roman, c'était plein de temporalités différentes. Je pense qu'il y en avait 6 différentes. Là. Tu changeais de temporalité à chaque chapitre. C'est un peu ça, là, aussi, là, des personnages qu'on n'a pas eu le temps de s'attacher, qu'on n'a pas eu le temps de vraiment... Là, moi, il y avait juste, dans le premier volume, j'avais mentionné l'espèce de... le père et sa fille. Ça, c'était la seule, peut-être, sous-intrigue là, que je trouvais originale, intéressante. Le père qui a comme juste la moitié du haut là, humain, là, le bas c'est un peu à la Darth Maul, là, en crabe mécanique. Là. C'est ça. Alak et Silent Chan, c'est les deux qui sortent du lot un petit peu. C'est vrai. Ouais, c'est ça là, que je mets à l'écran. Puis ben, c'est ça, dans celui-ci, on revient pas du tout là-dessus. Moi, je pensais qu'on reverrait, par exemple, là, on apprenait qu'il avait fui une espèce de culte, là, les Scarlet, je sais plus quoi. Scarlet Skulls, ouais, c'est ça, puis non. Mais écoute, ça fait partie peut-être des... Par contre, Daniel Rose-Holder, c'est ça, il est bon pour semer des petits cailloux là, qu'on retrouve plus tard en une grosse roche, là, mais bon. C'est sûr que le personnage de Sav, c'était cool de le découvrir en version adolescente, version 15 ans. C'est un personnage qu'on avait dans la phase 1, déjà sur Takodana, mais en version beaucoup plus âgée. J'ai découvert aussi que c'est un personnage qu'il y a dans un des mangas. Dans Edge of Balance, Edge of Balance. Ouais. Fait qu'un personnage aussi qui a une réputation, hein, qui est connu, ça, puis qui diffère un peu là, le concept de cette BD-là, c'est qu'elle devienne pirate. Là. Fait que c'est ça qui diffère un peu du dogme Jedi traditionnel. Mais c'est ça, au final, un peu déçu personnellement de ce qu'ils vont avoir fait dans cette phase-là. Ouais, un peu. Puis les méchants, écoute, c'est de la caricature de méchants. Là. On est méchants pour être méchants. Puis tu sais, leurs grandes ambitions, c'est de voler le château à Maz. Mais tu sais. Et t'as vu, tu les as affichés, là, les 4. Et techniquement, à part Akrik sur la fin et Saya au début, les autres, ils sont pas là. Bon, la Valox, effectivement, on saura qu'à la fin, il y aura un petit twist sur lui. Mais le Mun, le Mun, il est pas là, quoi. Il est pas du tout là du tout le temps. Ouais, non, c'est lui qui va vraiment prendre la place de Maz. Là. Je peux le remettre à l'écran. Là, on le voit sur le trône. Là, oui, ça c'est Akrik. Ah oui, mais non, il est à côté, effectivement. Tu vois, j'ai oublié son rôle, mais il fait rien, quoi. Il va affronter Sav à la fin, là, dans l'espèce de... Oui, tu parles d'Akrik, moi je parle du Mun, là, voilà, du Mun, tu sais, en noir, là. Ok, ouais, c'est une espèce de conseiller, on va dire. Voilà, là, le Drugs.
qui a pas de... Ouais, c'est le chef de cabinet, là, on va dire. Voilà. Ouais, Et à un moment, il y a juste une case, il y a une bulle de dialogue qui dit ah bah il est parti récupérer Saya, je crois, et puis voilà. Ouais. Mais on saura jamais ce qu'il en devient, quoi. C'est dommage. Si c'était intéressant dans le tome 1, ces personnages. Effectivement. Ben, tu vois, là, on est relativement d'accord. Puis si on parlait au niveau graphique, là, c'est là qu'on nos avis vont diverger, tu vois. Ouais. Parce que là, on a deux dessinateurs. On a Tolibao là, qui revient, là, qui est là depuis la première phase aussi, que personnellement j'aimais moins, toi t'aimais bien. Et là, il est remplacé pour les deux derniers par c'est Tony Bruno, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, je préfère le style à Tony Bruno, personnellement. Beaucoup plus simple, justement, beaucoup plus lisible. Et j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Déjà, j'étais très content de voir Tolibao pour les 2 premiers numéros quand tu commences le tome. Malheureusement, au bout du 3e, je dis il n'est pas resté, c'est dommage, quoi. Donc là, direct, j'ai pensé à toi. J'ai il y aura 2 dessinateurs sur un tome. À mon avis, ça, Francis, il va pas laisser passer. Il aime pas ça, quoi. Mais ouais, non, ça. Mais bon. Après, parce que dans le fond, il a fait les 6 premiers numéros, autrement dit, c'est ça, puis les 2 derniers, ouais, ils ont changé de dessinateur. Ouais, voilà. Donc là, c'est bizarre, ouais. Tu vois, là, pour la cohérence, ça m'aurait pas dérangé que Bruno reste pour les 2 premiers, quoi. Parce que là, c'est vrai que là, moi, j'aime beaucoup, comme tu dis, le style d'Hervé Tolibao, là. On reconnaît son amour pour les coupes de cheveux détaillées, là, à chaque fois qu'il y a Quiet Chan avec ses cheveux blancs, là, il fait les coupes de cheveux. Mais surtout, on reconnaît, moi je sais pas si tu as noté ça, mais les phases de groupe, il adore les phases de groupe. Il adore ça, quoi. Il y a les gros bordels, comme on peut... Le gros bordel, voilà. Les groupes qui se montre quelqu'un à l'écran, là, c'est... Ouais, voilà. Non, c'était... beaucoup de pleine page, ouais. Voilà. Moi j'aime beaucoup ça. Alors oui, en plus, voilà, quand le crabe se déchaîne, c'était pas mal. Et je trouve que là, sur ces pages-là, je trouve qu'il se défonce bien, le Tolibao. Là. C'est toujours un style que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, voilà, là, je vais rentrer dans le côté le plus critique. Je trouve qu'il atteint pas l'excellence de la phase 1 là, des Adventures qu'il a fait. Moi j'ai remarqué, il y a plein de cases, je sais pas si j'en ai sélectionné là, de cases où il n'y a pas de décor en arrière. C'est un peu plate, quoi. Alors oui, c'est voilà, tu vois, par exemple là, voilà, donc c'est Jeddah, tu es censé avoir des ruines derrière, quoi, mais c'est souvent des ruines un petit peu transparentes, sans vraiment de détails et tout. Là, tu vois, il y a beaucoup de cases avec des blancs derrière, c'est que des blancs. Il y a zéro background. Et là, pareil, tu as vu, quasiment tout ce que tu montres, là, il y a quasiment rien derrière, quoi. Et c'est tellement dommage, quoi. Alors, peut-être qu'il a été pris par le temps, j'en sais rien. En tout cas, moi, si je me rappelle bien, dans les premiers numéros, les premiers tomes de la phase 1, c'était magnifique. Et là, j'ai noté un petit relâchement, là. Tu vois, moi, par contre, je lance pas la pierre en termes d'effort. Clairement, il y a du travail. Entre autres, on parlait des pleines pages. Les pleines pages sont superbes. C'est pas de la lâcheté. Là, mais non. Mais c'est ça. Pour ceux qui nous regardent à l'écran, en vidéo, si je passe à l'autre dessinateur, vous allez voir la différence. Là, quand je disais des traits beaucoup plus libres, plus lisibles. Oh là, ça fait mal. C'est ça. C'est 2 styles assez différents, même si ça jure pas. Je pense que les gens, certaines personnes s'en rendront peut-être même pas compte. Mais parce que c'est même coloriste aussi, là, ça aide. Mais c'est ça. Moi, personnellement, je préfère le style un peu plus simpliste. Fait que je salue l'effort, mais c'est ça. C'est un style là, qui est beaucoup trop chargé pour moi, beaucoup trop de gros traits de crayon. Ouais, c'est vrai que c'est grossier, les Tolibao. Hein. C'est vrai que tu vois le crayon, tu vois les traits. Mais tu vois, ce qui est bien avec Tony Bruno, tu vois, j'ai quand même dire du bien. Alors moi, pareil, Tony Bruno, j'accroche pas. Les phases d'action, elles sont toutes molles. Par contre, les panoramas comme ça, là, c'est très très bon. Là, par contre, il n'y a rien à dire, quoi. Les pleines pages où c'est calme, c'est superbe, là, tu vois, le panorama sur Takodana en coucher de soleil, là, j'ai rien à dire, quoi, c'est nickel. Par contre, c'est voilà, les combats, le combat de sabre, là, il est tout mou, quoi. Enfin, il n'y a rien, j'ai ressenti que dalle, quoi. Ouais, écoute, en même temps, bon, ça reste une adolescente qui affronte quelqu'un qui n'a aucune formation pour se battre à l'épée, mais bon. Ouais, mais sachant qu'Akrik est quand même force sensitive, donc bon. Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Oui, parce que les méchants, c'était toute une équipe de méchants qui étaient sensibles à la force. Ouais. Puis pareil, les détails, tu vois que Tony Bruno, il est pas sur les détails. Là, par exemple, là, j'essaie de sélectionner une image qui s'affiche pas. Pourquoi ça s'affiche pas? Ok, c'est pour représenter l'inspecteur Raph. Ouais. La 72, là, je sais pas pourquoi elle veut pas s'afficher. Ouais, on l'avait à l'écran. Ouais. Ah, tu l'avais? Moi, ça s'affiche pas sur mon truc. Bon, c'est pas grave. Donc, bref, là, on voit le style de Bruno, et à côté,
il y a celui de Tolibao, que quand il apparaît, c'est celui-là, je crois. Ouais. Voilà, tu vois les détails, tu vois les flingues, là, l'espèce de manteau, moi je trouve génial, là il a le badass, il envoie du Ouais, lourd, je quoi. vois ce que tu veux dire. Et voilà, Tony Bruno, ça, c'est un peu plate, quoi. Mais bon, c'est un style, c'est des goûts. Moins épique, t'as raison. Ouais, voilà. Et bon, c'est comme ça. Excellent. Puis avant de donner une note pour tout l'album, c'est ça, on va enchaîner avec le one-shot. Je voulais qu'on se garde du temps quand même aussi, parce que c'est quand même... puis même ma conjointe, tantôt, je préparais l'émission, puis en voyant, elle a fait « Ah, Kim, Claudia Gray a écrit des comics. » Ben oui, effectivement, c'est rare, très rare. Mais dans la Haute République, elle avait écrit des... justement, par exemple, dans Révélation, elle en avait un. Là, c'est vraiment un comics entier. Comme je disais, plus long aussi, là, au lieu d'être 20 pages, là, c'est 35, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et, mais quand je disais tout à l'heure, ça s'appelle Quest of the Jedi en passant. Oui. Mais il y a une cassure de comment dire, de niveau de sérieux et de peut-être public cible visé. Parce que dans le fond, juste pour rappeler, c'est que les comics vraiment considérés adultes, c'est Marvel qui les a. Et dans le temps, c'était IDW, maintenant Dark Horse, qui ont les comics plus jeunesse. Et ils ont appelé ça les aventures, tout ça. Et dans ce cas-ci, bon, comme vous voyez, c'est quand même sous-titré les aventures, mais c'est pas du tout avec le reste de l'histoire, là. C'est vraiment un one-shot séparé. Et je sais pas ce que tu en penses, en tout cas, je vais te demander de résumer l'histoire, mais c'est ça. Moi c'est vraiment le choix de les mettre ensemble en un seul album que je trouve un peu particulier. Mais je donnerai mon avis après sur le scénario. Il se passe quoi là-dedans dans Quest of the Jedi? Tu voulais qu'on commence par résumer, parce que je voulais rebondir sur ce que tu dis là, justement. Écoute, vas-y. Comme tu veux, hein, vraiment, parce que justement, déjà, on note le fait que c'est cool déjà que Panini ait proposé ce one-shot quelque part, parce que justement, on le mentionnait pour je sais plus quelle émission, comics Haute République précédente, mais je trouvais ça triste de ne pas avoir eu ce numéro, enfin ce one-shot là, Quest of the Jedi, quelque part. Et là, quand tu m'as dit, aujourd'hui même, au fait, il y a Quest of the Jedi dans le tome, il va falloir le chroniquer aussi. Je dis, alors d'un côté, c'est cool, parce que Panini a fait l'effort de publier ça quelque part. Mais de notre côté, comme tu dis, le ton et le dessin, on le verra, et l'histoire en général, quoi, fait plus adulte que jeunesse. Ça ne fit pas du tout avec les 4 autres numéros qu'on vient de décrire. Non. Et ça, c'est pas la faute de Panini, c'est en VO. Hein, c'est Dark Horse, c'est Adventure. Je sais pas pourquoi Disney a publié ça dans les Adventures chez Dark Horse. Ça aurait dû avoir sa place, je pense, chez Marvel en High Republic normal, quoi. Je crois, écoute, de ce qu'on peut voir depuis que Dark Horse a récupéré la franchise de chez IDW, on voit plusieurs petites initiatives comme ça qui nous laissent croire qu'ils vont peut-être plus se contenter du simplement jeunesse. Parce que quand on dit jeunesse, pour information sur le site de Dark Horse, les albums sont catégorisés 10 ans et plus. Eux, ils disent tout âge. Là, par contre, pour celui-là, en particulier, il n'y avait pas d'âge indiqué. Je suis allé vérifier. Et contrairement au TPB, où est-ce qu'ils mettent un âge pour... celui-là, il est un peu perdu dans le lot. Fait que moi, c'est ça la seule chose. Je trouve ça super que Panini l'ait mis. Faudrait vérifier au niveau du TPB, mais je suis pas certain du tout qu'il était dans le TPB américain là, avec les 4 numéros. Non, il n'est pas. Moi, j'ai le TPB américain et il n'y a que les 4 numéros. C'est pour ça que j'avais pas prévu j'avais pas du tout reviewé ce one-shot là. Puis, c'est sûr que c'est toujours une décision. Là, pour Panini, c'est pas évident d'insérer il y a eu plein de choix par le passé pas faciles comme ça. Là, par exemple, quand il y avait eu C3PO, on l'insère où? Là, et bon, il l'avait mis avec un pot d'Amron, si je me souviens bien. Fait que tout ça. Mais dans ce cas-ci, la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'à mon avis, il y a plein de gens qui vont pas acheter cet album-là et qui vont passer à côté de cette histoire-là, de ce numéro-là, qui est complètement différent du reste de l'album, mais qui, lui, vaut le détour. Bon, j'ai un peu spoilé mon avis, là, mais... et qui est important, contrairement au reste de ces adventures avec Sav Malagan, là. Celui-là est important quand même pour la compréhension de la trame globale de la phase 2, limite la phase 3 un petit peu, et la phase 1 aussi. Enfin, c'est important. On va faire le résumé, puis on reviendra après sur
le contenu. Ok. Fait que, ouais, c'est ça, il se passe quoi dans Quest of the Jedi? Et bizarrement, tu verras, le résumé est relativement long pour juste un one-shot. Hein. C'est pas trop long, mais je veux dire, Ouais. Un gros comparativement, one-shot quand même. c'est un gros one-shot et il se passe tellement de choses. Donc l'histoire commence donc dans la phase 2 de la Haute République, dans le temple Jedi de Coruscant, où on a un Jedi qui s'appelle Aslin Rel, qui va faire des recherches dans les archives. Et ces recherches vont nous être présentées en fait comme l'histoire principale de ce one-shot. En fait, c'est un peu une histoire qui va être racontée en flashback, quoi. C'est une aventure bien plus ancienne que ce Aslin Rel va découvrir dans les archives en fait. Donc le flashback nous présente Maître Jedi Barnabus Vim et son intrépide padawan Vix Phonic en mission sur la planète Ankh-Kork pour retrouver un artefact de la Force qui s'appelle l'Echo Stone. C'est un artefact qui a la caractéristique d'amplifier une connexion à la Force. Donc apparemment la planète Ankh-Kork se meurt, comme si la Force l'avait abandonnée en fait. Mais on a alors ça s'appelle les guerriers pèlerins. C'est une espèce de garde rapprochée de la Lady d'Ankork. La Lady d'Ankork, c'est un peu la reine de la planète, on va dire, qui veulent prouver aux Jedi que la Force est bel et bien présente sur la planète, que c'est pas ça le problème. Ils vont organiser une espèce de spectacle pour leur prouver ça. Et il se trouve que les Jedi vont trouver que en fait, c'est l'Echo Stone qui est utilisé par les guerriers pèlerins et la reine pour utiliser la Force, en fait, un petit peu comme les Jedi, tu vois, pour utiliser un peu de télékinésie, tout ça. Donc les guerriers et la reine vont penser que les Jedi sont venus ici pour voler la pierre, ce qui est pas faux, hein. C'est un peu le cas en fait, ils sont venus pour récupérer la pierre en fait. Mais bon, Barnabus va être diplomate, il va leur promettre de ne pas leur voler la pierre sans leur consentement. La Lady, la reine, va leur raconter un petit peu l'histoire de la colonisation de la planète Ankh-Kork, de la découverte de cette pierre-là qui a été cachée auparavant des sites sur cette planète-là, et comment la population locale a utilisé ses pouvoirs pour renforcer leur connexion à la Force en fait. Donc Barnabus va penser, après une espèce de vision de la Force qu'il va avoir pendant une petite sieste, que la pierre parasite en fait la planète et la population. Évidemment, la reine et les pèlerins veulent rien entendre, donc la grosse baston entre les guerriers pèlerins et les Jedi. Et Vix va détruire la pierre avec son sabre, ce qui va libérer la reine et toute la population du côté obscur de la pierre, en fait, parce que donc leur lien à la Force était renforcé grâce à la pierre, mais aussi empoisonner les esprits via le Dark Side, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, donc les éclats de l'Echo Stone sont récupérés par Barnabus et Vix. La reine et les guerriers sont OK pour leur laisser la pierre et l'étudier, hein, parce qu'ils veulent étudier la pierre et tout. Par contre, tout ce qui est les éclats de pierre vont être dispersés un petit peu partout dans la galaxie pour éviter une nouvelle catastrophe similaire en fait. Donc ça finit sur ça, et ça finit aussi surtout sur Aslin, donc le Jedi du début qui nous racontait cette histoire, qui nous dit que les pierres sont la clé. Et ça finit comme ça, un gros cliffhanger. Donc, exactement. Écoute, très bien résumé. Déjà, c'est ça, c'est Claudia Gray. Donc, est-ce qu'il y a des liens avec le reste de ses œuvres là, pour la phase 3? Ça va être le point d'interrogation. On est comme tu l'as très bien décrit, on n'est pas du tout dans le ton léger, puis avec des blagues, puis tout ça qu'on a dans le reste de l'album. C'est pas du tout ça. Personnage que tu peux peut-être préciser. Moi, c'est un personnage que je ne connaissais pas, Aslin. D'abord, ce que je vois, c'est un personnage qui est dans les mangas, c'est ça? Oui, alors attends, justement, je voulais faire un petit aparté sur lui. Okay. Et en fait, l'aparté va commencer par... en fait, je voulais mentionner ça un peu avant, le Terrace Inhubé qu'on a mentionné plus tôt, en fait. Terrace Inhubé, c'est le fameux Jedi, un petit peu, je sais pas quelle race c'est, l'espèce de race, c'est un peu reptilienne avec des espèces de queues, de museaux comme ça, quoi, et qui a aussi la race de l'Avalox. En fait, c'est pour ça. Ce personnage-là a pris la place de l'Avalox dans l'histoire précédente, parce qu'en fait, dans le lore, l'Avalox a été emmené ça s'appelle le Grava Asylum. Donc c'est une espèce d'asile dans l'univers Star Wars, où le Gravan Monastery, c'est plus un monastère qu'un asile en fait, c'est plus une espèce de couvent qui recueille un peu les personnes un petit peu problématiques, on va dire. L'Avalox était une personne comme ça, et Aslin Rel est un Jedi qui, pendant la phase 2, dont ce manga-là, donc le manga s'appelle Edge of Balance précédent, qui est sorti pendant la phase 2, et qui présentait comme héros donc ce Aslin Rel, qui, pendant la Night of Sorrow de la phase 2, donc c'est le Pass of Vengeance, va être approché par les Nameless,
va rester auprès des Nameless, mais jusqu'à un stade, il ne va pas mourir de la main des Nameless, mais il va perdre la raison, en fait. Il va devenir fou. Et il va être amené dans ce asylum-là, enfin, dans ce monastère-là. Et c'est lui qui va commencer à faire des recherches sur les Nameless, et voilà, qui va avoir un état un petit peu catatonique, un petit peu fou, quoi. Donc c'est ce Aslin-là. Là, pendant ce numéro-là, ce one-shot, Aslin n'est pas encore allé sur Dalna pendant la Night of Sorrow. C'est avant le manga. Donc c'est avant, voilà. Donc il fait des recherches déjà sur les Nameless. C'est lui qui fait les recherches. Okay. Ben, tu vois, ça a éclairci parce que tu vois, moi, c'est pas comme ça. C'est un personnage que je connaissais pas. Donc c'est pas comme ça, je l'avais compris. Je croyais qu'Aslin était à l'époque de la phase 1. Et que là, le flashback, ou en tout cas l'histoire qu'il découvre dans les archives, se passait dans la phase 2. Là, c'est pas ça. Là. Ce que tu me dis, c'est que lui, il est déjà dans la phase 2. Il est déjà dans la phase 2. Plus loin dans le temps. Et c'est ça, là, ça veut dire que l'histoire voyons, c'est quoi son nom? Barnabas Vim et Vix Phoenix, c'est même antérieur à ça. C'est bien antérieur. Ouais. Il n'y a pas vraiment d'échelle de temps. Ils disent que c'est une aventure long time ago, quoi. Et Aslin, est-ce qu'on peut le ben, je pense que ça se peut-tu, au début, dans les archives, ils disent c'est une des entrées les plus récentes des archives. Ça fait juste 100 ans. Ça fait juste un siècle. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Il y a ce commentaire-là du bibliothécaire là, au début. Ouais. Du coup, c'est ça. Et Aslin, ça sera un personnage... juste dire comme ça, très important dans la phase 3, parce qu'on l'a vu également dans le dernier roman, Eye of Darkness. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais on en parlera. Qui était là, mais écoute, on va en parler peut-être la semaine prochaine quand on va faire l'émission. Oui. Et alors, là, tu dis... C'est l'humain, ça, Aslin. Fait que tu me dis qu'il était là et dans la phase 2, puis il est encore là dans la phase 3. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a un petit truc avec Aslin, et voilà. Et donc là, le fait qu'il finisse sur les pierres et que les pierres sont la clé. Alors les pierres, pareil, est-ce que tu as eu le déclic que quand il mentionne les pierres, moi de suite ça me fait penser aux fameuses Rod of Season, Rod of Daybreak, tout ça, les pierres qui permettent de contrôler les Nameless, qui sont aussi... Ben, j'avais pas fait le lien, mais lui, quand je fouille dans les archives, il dit ce que je cherchais, c'était les Rods, là. Fait que ça ressemble pas à cette forme-là. Là. Il y a une image d'une espèce de cristal, on va dire, là, sur la pierre. Oui. Mais toi, non, j'avais pas fait ces liens-là. Donc, une chance que tu es là pour éclaircir tout ça. Ouais. Parce que Aslin, probablement que moi, dans le roman, ça a été, voici un nouveau Jedi que je connaissais pas. Là, et Aslin, il est présent vite fait dans Path of Vengeance, mais c'est vrai qu'on se focus pas sur lui, c'est pas le personnage principal, c'est un des nombreux Jedi qui arrive sur Dana contre le Path et qui se fait torturer quoi, par les Nameless, mais voilà, qui reviendra dans la phase 3. Quoi, donc j'ai hâte d'en parler. Ouais. Ben, excellent, puis tu vois, tant qu'on est sur les personnages, je peux mentionner, moi j'ai adoré les deux personnages de Barnabas Vim puis Vix Phoenix. Écoute, carrément. Déjà une Twi'lek Jedi, c'est toujours gagnant. C'est ça marche souvent. C'est dur de ne pas tomber amoureux. Puis pour ce qui est de Barnabas, écoute, j'ai aimé son style. Tu vois que c'est pas non plus le grand spécialiste de la diplomatie, c'est pas Obi-Wan Kenobi. Plusieurs de ses répliques, tu te dis non, mais ça, fallait pas dire ça de cette façon-là. c'est sûr que ça allait générer la réaction que ça génère. Mais sinon, personnage intéressant, son histoire de méditation, hein, donc il va, comme tu dis, il va faire une sieste, ou on va dire une nuit. C'est ça, il va faire un rêve là, où est-ce qu'il est un peu dans l'océan de cette planète-là. Bref, non, c'est ça. Deux nouveaux personnages que j'ai trouvé très cool et que j'aimerais bien revoir. Ah ouais, voilà, mais ça c'est la question, quoi. C'est moi, comme toi, Barnabas et Vix, génial. Je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a fait énormément penser à, on était dans la phase 2 là, comment il s'appelle, à Wildermack et à Mati, qui était aussi un Master Jedi un peu bourru d'un certain âge, on va dire. Et Mati qui était aussi une Twilight Jedi. Donc ouais, mais elle était rouge, là, la Twilight est bleue, c'est pas pareil. Là. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la même. Mais dans les caractères, c'était assez similaire, quoi. C'était le vieux bourru et un peu badass, et la Padawan un petit peu jeune, intrépide et très chatty, tu vois, qui parle un peu sans trop réfléchir. Mais en tout cas, oui, moi j'aimerais beaucoup la voir aussi. Plus sage quand même que l'autre, là. Barnabas parle moins, comment dire. Oui, c'est vrai. Il passe rapidement aussi. Il y a quand même des différences, ouais. Mais, et j'aime beaucoup la façon dont Barnabas voit la force. On se rappelle, les Jedi voient la force dans l'autre République d'une manière différente. Avar voit une mélodie, par exemple, tu vois, une mélodie qui est disturbée par moments. Et je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait un peu comme Barnabas, hein, qui voit un peu la force comme un océan. Parce que c'est ça, Barnabas, lui, quand il s'immerge dans la force, il est carrément en scuba dive dans l'océan. Et puis c'est comme ça qu'il
qu'il explore un petit peu la Force. Je ne saurais pas dire, mais ça me fait penser, tu le mentionnes, c'est une bonne transition pour l'aspect ambiance ou thématique. Tu sais, c'est ça, autant le reste de l'album, l'autre série, la mini-série de 8 numéros, on est dans du très funny, très rapide, très ça. Là, on est dans c'est beaucoup de dialogue, mais beaucoup de dialogue autour de la force, l'interprétation de la force. On est très dans le spirituel, tout ça. Les gens qui aiment explorer toutes les significations de la force, tout ça, c'est un numéro parfait pour vous. C'est ça, fait que c'est à milieu du reste de la série, là, aventure. Ça fait partie pour ça, tantôt je disais, je trouve que ça fait un mix vraiment bizarre de l'avoir là, à la fin de cet album-là, mais écoute, c'est un très très bon numéro au niveau de l'histoire. Voilà. Tu vois, moi je l'aurais plus vu, mais je me demande si c'était pas pour l'émission The Blade sur Porter Angle, là, qu'on avait mentionné ce Quest of the Jedi, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il serait publié. Et moi j'aurais bien vu dans The Blade, parce que comme pour The Blade, en lisant ce one-shot, j'ai eu un gros feeling Legends, Tale of the Jedi et fantasy plus que Star Wars science-fiction, tu vois. Plus le côté fantasy, le côté... là, tu vois, la planète s'appelle Ankork. Pour moi, Ankork, c'était Ankh-Morpork du Discworld de Pratchett, tu vois. Enfin, il y avait des petites similarités au niveau des noms comme ça. Le titre s'appelle Quest of the Jedi. Ils arrivent sur une planète, ils essaient de trouver une pierre à la Final Fantasy. Enfin, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Tale of the Jedi. Le château, quand ils arrivent, je ne sais pas si je l'ai sélectionné, l'image. Non, on ne l'a pas, mais on a l'aréna. Ouais. L'aréna, voilà, l'espèce d'aréna. Ouais, le château, tu as raison, faisait penser à celui dans The Blade, là, dans la lame. Ouais, voilà, c'est ça. Ça aurait été un bon choix, mais tu vois, moi aussi, je me suis fait la réflexion, pourquoi pas dans tel autre album. Mais je me suis dit, est-ce qu'il y a un enjeu peut-être, parce que là, ça vient pas des mêmes éditeurs là, aux États-Unis. Je comprends que le reste, c'était chez Marvel. Là, c'est chez Dark Horse. Fait que je sais pas si Panini pourrait, là, surtout dans une première édition, je dis pas quand ils font un album, là, 5 ans plus tard, là, des grosses compilations. Là, mélanger du Dark Horse puis du Marvel, je sais pas si il faudrait demander à Aurélien si c'est possible. En tout cas, les dessins, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais là aussi, ils sont magnifiques, les dessins. J'ai adoré. Écoute, moi, c'est je vais remettre son nom, là. C'est... je l'avais tout à l'heure. Le dessinateur, c'est un Argentin qui s'appelle Fico Ossio. Et, moi, je le connaissais pas. Et je dois dire, j'ai vraiment adoré. Là, puis, avant même de parler des couleurs au niveau de dessin, là, regardez, ceux qui nous ont en vidéo, regardez la page qui est à l'écran avec les deux Jedi. Là, Jedi, sa Padawan. Écoute, c'est magnifique. Vraiment, là, c'est le niveau de qualité. Puis moi, je trouve qu'il devrait faire, entre autres, des couvertures. C'est vraiment, je trouve, un dessinateur qui pourrait faire des couvertures magnifiques. Tu sais pas, tu fais bien de dire ça parce que Fico Ossio, en fait, c'est un artiste nouveau chez Star Wars, mais il est énormément utilisé chez. Bon, alors Marvel, il y est plus, mais il y a travaillé. En ce moment, il est sur DC, IDW et Dark Horse, du coup. Mais il fait aussi des covers chez DC. Il y a du Superman, il y a du Aquaman, et c'est magnifique, quoi. C'est super. Puis sinon, c'est ça, même quand c'est moins détaillé. C'est sûr, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui vont reprocher. Il y a quelques fois là, des visages de loin. Il n'y a pas beaucoup de traits sur les visages. Je sais pas, on n'a peut-être pas d'image qui le montre en ce moment en stock, mais au-delà de ça, là, c'est pas. C'est regarder à l'écran là, les cristaux. Ça, d'ailleurs, pour revenir en scénario, je trouvais une très bonne idée de montrer cette histoire-là. Ils font une espèce d'arche avec les cristaux Kyber des Jedi tombés au combat. Je me souviens plus où on avait déjà vu ça, mais je me souviens avoir déjà vu ça. Mais justement, j'avais un petit easter egg sur ça après. En fait, ça, c'est donc la Kyber Arch qu'on voit pour la première fois dans ce one-shot-là. En fait, elle a toujours été mentionnée. Elle était présente, mais toujours dans un roman, donc on n'avait jamais trop le visuel du truc, quoi. Là, c'est la seule fois qu'on l'aura, de toute façon, là, cette case-là. Et en fait, on nous en avait déjà parlé dans Convergence, tu l'avais, dans Cataclysme, tu l'avais, dans Tales of Light and Life, il y a une nouvelle, la dernière, là, Call for Coruscant, où tu l'avais, où tu voyais le maître visiter le temple, et il y avait cette arche-là. Et c'est surtout dans Into the Dark de Claudia Gray, qui a introduit, en fait, cette arche-là, donc le roman Young Adult, Et donc, c'est la première apparition de l'arche dans le roman de Claudia Gray qui reprend son concept-là dans ce comics-là, donc c'est cool. Et par contre, il y a comment ça s'appelle ? Une espèce de... une espèce d'erreur qui est apparue sur le site de Dark Horse à un moment concernant cette page-là, la page où tu as l'arche, là, on va la remettre ici, où dans les bulles, là, on n'arrive pas trop bien à le lire, c'est un peu petit, mais en fait, il mentionnait le fait que tous les cristaux
des Jedi tombés sur Dana pendant le combat contre le Pass of the Open End était donc dans cette arche-là. Donc tous les Jedi morts avaient leur Crystal Kyber incrusté dans cette arche-là, dont les deux héros de Pass of Deceit qui étaient Kevmo et sa maîtresse, j'ai plus son nom. Le maître de Kevmo, je crois que c'est Zala, voilà, Zala Makri, son nom. Ouais. Et en fait, c'était pas possible parce que le Pass of Deceit et Vengeance nous montrent bien que les deux sabres laser sont en possession du Pass of the Open Head, en fait, qui les utilisent. Donc c'est pas possible que les cristaux aient pu revenir. Donc c'est une erreur, il y a eu une erreur comme ça. C'était sur le website de Dark Horse pendant la preview, parce que les comics ont droit à leur preview. Donc il y avait ça, et en fait pendant tout le process et jusqu'à la sortie du numéro, en fait cette erreur-là a été effacée, et il y a juste une mention du fait que Zala Makri et Kevmo Zink ont péri au combat sur Dana, mais que leurs sabres n'ont pas été retrouvés, donc il n'y a pas d'incohérence, on va dire. Voilà, ça a été corrigé. Voilà. Oh, il y en a qui sont encore plus poussés que nous, hein, Jean. ouais, c'est un détail, mais bon. Si on revient au graphisme, écoute, là aussi, puis tu sais, le mix dessinateur-coloriste, je trouve que c'est juste parfait. Les différentes ambiances entre Coruscant, très urbanisées, cette fameuse planète-là, l'architecture, là, comme tu dis, une espèce de... C'est très médiéval, mais fantasy, là, tu sais, des grandes tourelles, des grands... Ah non, c'est pas ça. Je pensais vraiment l'avoir mis, le château, c'est bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. Ouais, non, c'est ça. Évidemment, on peut pas montrer les 35 pages non plus, mais c'est ça, le fond de la mer, plusieurs pages aussi, avec toutes j'allais dire les poissons, là, mais en tout cas, je sais pas si c'est des mammifères, mais bref, les créatures de la mer... Et c'est ça, la fameuse salle là, qui a des éclairs naturels en partant, là, des éclairs roses, oui. Très violets. Puis c'est ça parce que c'est un artefact Sith aussi, hein, fait que c'est ça, après ça, c'est le côté obscur qui ressort. La seule chose que je reprocherais, c'est peut-être le côté, dès que la pierre est fendue par le sabre, automatiquement, la reine redevient bonne et comme parfaitement contente de tout arriver, puis tout de suite, là, non, vous allez partir avec la pierre. Puis... C'est vrai, la résolution est un peu facile. Ça finit très, très vite. En même temps, ça reste un one-shot de 35 pages. On ne peut pas non plus... c'est pas un roman, là. Mais c'est ça. Écoute, moi, magnifique, vraiment, là, j'espère qu'on va revoir ce duo-là à l'œuvre dans d'autres comics Star Wars. Et ouais, c'est dommage, c'est trop court. Souvent, quand on apprécie, c'est souvent trop court. J'avais juste une mention aussi, je sais pas si tu as remarqué, il y a un énorme faux raccord que j'avais lu déjà à l'époque et là que j'ai revu, là je m'attendais à le voir. Là. Le faux raccord, alors on l'a pas en image, là, mais pendant la scène de l'arène, là où tu as. Ouais, ils sont pas assis à la même place. Là. Ah voilà, c'est flagrant. Donc là, on le voit donc sur ce qui la page suivante, les deux Jedi sont collés un à côté de l'autre. Voilà, c'est ça, exactement. Au début, ils sont pareils dans l'arène. Ils ont déplacé leur chaise, écoute. Ouais, parce qu'il fallait qu'ils soient à côté pour chuchoter, donc ils se sont dit, mince, j'ai dessiné ça comme ça, parce que la page est très belle, hein, là, de part et d'autre, c'est super. Quoi. Ouais. Mais bref, un petit faux raccord. C'est rare hein, en comics, des faux raccords comme ça, flagrants. Exact. Surtout d'une page tout de suite, là, une à côté de l'autre. Mais c'est pas grave. Couverture aussi, j'ai quand même bien aimé, là, même si j'aurais préféré que ce soit le dessinateur de l'album qui fasse couverture. Mais c'est Tom Fowler qui s'appelle. C'est ça. Qui a fait ça, mais c'est ça. C'est quand même très joli, je trouve. En tout cas, ça retransmet bien l'ambiance qu'on va retrouver dans l'album. Dans l'album, mais dans le one-shot. Tom Fowler qui était sur alors ceux qui lisent les Legends, sur Jango Fett, le one-shot Jango Fett, c'est lui qui faisait les dessins. Donc il connaît un petit peu son Star Wars, quoi. Et on n'a pas parlé des couvertures vite fait de Tolibao, mais sur les Republic Adventures. Alors, je peux les mettre à l'écran. Écoute, ça reste que c'est le même style. Il y avait une petite particularité avec les deux premiers, là, le 5 et 6, c'était comme deux en une. Là, oui, c'est vrai, ça faisait un petit frisque. Moitié gauche, moitié droite, là. Ouais, que notre leader suprême Dany a utilisé en miniature, là, justement, ce qui est superbe. Ouais, c'est ça, c'est ça comme ça ici. C'est très bien, très bien. Par contre, tu as vu, il n'y a aucune variante, que ce soit pour le one-shot. Peut-être aussi, le one-shot, il y en a une ou deux, mais elles sont pas... Le one-shot en a une, mais par contre, le jeunesse, ça n'a aucune. Du coup, en tout cas, mais rien à dire. Puis le choix était quand même bien là, aussi pour le TPB puis pour le Panini. Là, oui. Ouais. C'est pas mal. Mais c'est ça. La seule chose, c'est que avec cette couverture-là pour l'album,
Panini. Et le titre, c'est Le Destin de Sav, c'est correct, là, c'est cette série-là qu'on suit en majorité, mais c'est ça, on n'a aucune conscience qu'il y a un one-shot dans cet album-là, un peu perdu, là, mais bon. C'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir du tout. Ça, c'est sûr. Oui, complètement. Acheter ce tome-là pour ce one-shot-là. Voilà. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Là. Je trouve que cette série-là, je la prendrais pour les complétistes, mais dans le cas de ce one-shot-là, effectivement, puis moi, ça va me faire remonter ma note aussi, là, quand même, passablement. Fait que justement, Jean, si je te demandais quelle note tu donnerais à ce deuxième volume? Donc, on avait mis un 14 pour le premier, et là, en fait, le fait que Tolibao ait fait 2 numéros sur 4, qui est quand même un style que j'adore, que j'aime beaucoup. Dommage, encore une fois, que ce soit Bruno qui finisse, mais bon, voilà, les couvertures, on l'a dit, très belles. Et j'avais pas pris en compte le fait qu'il y ait ce one-shot, vu que j'avais préparé l'émission sans ce one-shot avant. Moi, j'avais mis un petit 15, mais maintenant qu'il y a le one-shot dedans, je t'avoue que le one-shot, il remonte la note. Non, je vais aller à 15 quand même, parce qu'en fait, le fait d'en parler là avec toi, c'est vrai qu'en lisant le tome 2 là, je trouvais ça sympathique, tu vois, et je t'avais dit dans l'émission du tome 1 que en fait le tome 2 était vachement bien et tout, et en fait là, en le relisant, je me demande qu'est-ce que j'avais trouvé d'aussi bien dedans, parce qu'il m'avait un peu déçu, je t'avoue. Okay. Et en fait, j'avais descendu mon 15, j'étais ouais, bon, je vais mettre un petit 14, un peu comme le tome 1 en fait. Et là, en fait, le fait qu'il y ait le one-shot, ça le remonte à 15, en fait, qui était la note que j'avais mise initialement. Bref, donc je m'arrête à 15. Moi, c'est un tome que je conseillerais qu'aux complétistes comme toi. Enfin, comme toi, comme nous, mais comme ce que tu disais, je veux dire. et voilà. Et sinon, passez votre chemin, c'est pas les meilleures aventures, que ce soit de la phase 2, des Star Wars Adventure. Moi, j'ai largement préféré le premier arc de la phase 1. Donc c'est dispensable. Avec Lula, Zine et compagnie, une courte. Puis... Ouais. C'est dommage parce que le personnage de Sav, il nous avait bien hypé lors de son apparition dans la phase 1, quoi. Ses aventures jeunesse, elles sont un peu tristounes, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est comme pas à la hauteur de ce qu'on espérait. C'est vraiment nos attentes peut-être qui nous font qui font notre déception. Par contre, tu dis complétiste, mais ceux qui les prennent en anglais, vous pouvez toujours prendre le one-shot en format individuel. Là. Oui, c'est vrai. Il est sûrement encore disponible dans les boutiques de comics. Et il est disponible que comme ça pour l'instant, qu'en individuel. Du coup, il est nulle part. Ouais, en anglais. Moi, de mon côté, tu vois, pour le premier volume, j'avais donné un 55%, donc 11 sur 20. Déjà, celui-là, je l'avais teasé un petit peu à la fin. Là, je savais que j'allais préférer celui-là, au moins pour ce qui est du raccord avec la bataille de Jeddah. Comme je disais, le fait de mettre en image plein de choses qu'on avait juste en texte jusqu'à maintenant ou à l'écoute. Dans le cas de l'audiodrama. Fait que déjà, la note montait un petit peu. Et c'est ça. Le one-shot, là, ça a été pour moi impeccable. Pas parfait, peut-être pas du 20 sur 20 pour le one-shot, mais c'est ça. Là, les critiques sont très minimes pour cette dernière partie-là. Fait que juste pour ça, je donne quand même plus de points. Tu vois, moi, ça me le fait monter à 70%, fait qu'à 14 sur 20. Je me demande si c'est pas le plus haut depuis qu'on a la série là, de la Haute République, les aventures. Ça donne une idée. Mais c'est ça. Le one-shot en a pas manqué. Le reste, c'est la conclusion du premier volume. C'est mieux que le premier volume, mais ça reste pour les plus jeunes. Ouais, on va se le dire, là, très, très dispensable pour les adultes. Et pour les gens qui veulent bien comprendre la Haute République, les tenants et aboutissants, c'est pas dans c'est pas dans la histoire-là de Stav Malagan là, que vous allez il n'y a pas de plus-value vraiment là, pour la Haute République. Donc voilà, écoute, c'est quand même sur ces bonnes critiques, surtout, ça se termine bien avec le fameux one-shot de Claudia Gray qu'on va conclure l'émission. Si je te demandais qu'est-ce qu'on a au programme qui s'en vient. Oui, ce qui s'en vient, c'est surtout le prochain roman, Eye of Darkness. Ce sera notre prochaine émission littérature. Après, je ne sais pas en comics, mais on va sûrement critiquer la phase 2. Encore une fois, ce sera notre dernière critique de la phase 2, le comics, la Haute République. Du coup, qui sort, c'est-tu 21 février, quelque chose comme ça, ou je me mélange avec un autre? Non, c'est ça. Par là, je crois que c'est ça. Ouais, en même temps que tout ce qui est Afra, tome 6 et sûrement Bounty Hunters, tome 6 aussi, qu'on critiquera dans la foulée. Donc voilà, tout ça arrive bientôt. Après, je sais qu'on a un épisode musique qui est en montage, je crois, là, actuellement. Donc qui arrivera très bientôt aussi. Et voilà,
Je crois que c'est excellent. Puis sûrement des quoi de neuf aussi au fur et à mesure que les nouvelles vont commencer à débouler pour toutes sortes de raisons. Je crois aussi qu'il y a des nouveaux, j'ai-tu rêvé? Je pense qu'il y a des nouveaux Star Wars, comment ils appellent ça, là, les jeunes Jedi là, sur YouTube. Là. Oh, ils sont arrivés les nouveaux? Plus, ouais, je crois qu'il y a des nouveaux épisodes, c'est assez, mais bref. Voilà. Okay. Donc, écoutez, on vous rappelle aussi l'importance des pouces, des partages, des commentaires, surtout sur YouTube, Facebook aussi. Là. Je sais qu'il y a certaines plateformes de podcasts aussi qui vous permettent de noter parfois les épisodes. Là, je ne sais pas, Apple Podcast, oui. Spotify, je ne me souviens plus lesquels. 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît. OK. fait que c'est ça, on vous demande votre soutien et venez jaser avec nous aussi sur Discord. Moi, j'ai recommencé à fréquenter le Discord un peu plus fréquemment, là, puis c'est toujours plaisant, que ce soit littérature ou il y a plein d'autres, comment on appelle ça, des salons. Là, ou des, ouais. Discussions sur tous les sujets. Entre autres, il y a tout un mouvement ces jours-ci dans celui de la galerie des artistes, de fan-made, là, des affiches, des fausses affiches de films ou de romans, de trucs comme ça. Fait que venez voir sur le Discord, c'est vraiment très plaisant. Donc voilà. Écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye. Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.